Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Catch a Cast Live, toute l'actu mondiale du catch en débat et en mauvaise foi, parce que évidemment on a chacun nos boys, comme dirait ce cher Félix, et on a tous un Kevin Owens au fond de son cœur, donc forcément on peut pas rester objectif, mais c'est aussi ça le catch. Bonsoir à toutes et à tous, ici c'est Mehdi, donc du Catch a Cast, de la team Catch a Cast et du Death Podcast Universe, constellation d'émissions en tout genre, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez surtout vous abonner et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et j'ai avec moi Mickaël. Salut Mickaël. Salut. Félix. Hello Félix. Hello. Finalement, tu as revêti ta casquette. Et votre hôte, effectivement, Mehdi, je l'ai dit juste avant. On a du pain sur la planche, les amis, parce que la fédération Nippon est de retour. Donc on va pas plus tarder, ce sera la troisième de notre arc de news après la WWE et la EW, ou les EW, histoire de rester sur la prononciation anglophone. On va commencer donc avec la WWE. En l'occurrence, si on prend bien les choses dans l'ordre, il faudrait commencer par SmackDown, si je ne m'abuse, maître Mickaël. Oui. Sauf que moi, du coup, je suis pas hyper. J'ai pas bien vu ce SmackDown. J'avouerai. En plus, je voulais voir le match du coup. Il y a eu du pipi. Eddie Styles, Brian, mais j'ai même pas eu le temps de le voir. Donc en fait. Ouais. Moi, j'ai vu. J'avoue, j'avais oublié de dire avant l'émission, je l'ai vu, mais j'ai beaucoup fast-forwardé, alors que c'est Brian et Oh. Styles. Ouais. Mauvais, je suis. C'est Halam. En même temps, c'était un peu chiant. Donc, Bah, mais il y a eu du pipi. Je le dire. Il y a eu du pipi. Non, ça c'était avant ça. Ah, ça c'était. Oui. J'ai Ils vu, en puis ont j'ai encore vu le parlé. pipi. Tu as vu le pipi. Bah voilà. Alors qu'est-ce qu'on en retient finalement de ce SmackDown, Mickaël? On peut aller très vite, hein, si de mémoire. En deux temps, Bah, le pipi. le pipi. Le pipi. Il faut quand même réaliser que dans la kayfabe, officiellement, Sheamus a bu de l'urine de Jeff Hardy. Pardon. Je veux dire, il faut prendre le temps de réfléchir à ça quand même. Voilà. C'est quelque chose de spécial, quoi, je veux dire. Est-ce qu'elle était alcoolisée surtout? Voilà. Ça dépend C'est à lui de voir. ouais. C'est le nez de l'enquête. Ouais. On Et le s'il y laisse avait seul des produits juge. dopants dedans. Si ça se trouve, Sheamus va être positif à des produits derrière. Ça va. Ouais. Des virus. Bah sinon, Non, le honnêtement, truc juste, c'est que. Ouais, vas-y, Mickaël. Ouais, non, je voulais juste. Moi, ce que j'ai compris en regardant Backlash, c'est que moi, en fait, j'étais surpris de pas. Parce que j'aurais peut-être dû. Normalement, j'aurais regardé SmackDown, parce que ce match-là, j'avais envie de le voir. Sauf qu'en fait, ce match-là était censé être à Backlash. Et au final, il était à SmackDown. Oui. Et la raison de ça, en fait, et j'espère que tout le monde a bien compris, la raison de ça, c'est quand même un petit peu ridicule. C'est que ce match-là, qui, on notera, était qualifié de instant classique, Ah oui. donc de classique instantané. LOL. Je parle bien de Styles et Brian, hein, pour pas qu'il... Oui, Styles et Brian. C'était un instant classique, mais c'était pas. Oula. Je suis toujours là? Ah oui, Oui. tu es toujours là. Moi, je tente. Oui, parce que Discord m'a mis les options. Donc, c'était un instant classique, mais c'était pas un prétendant au meilleur match de tous les temps, vous l'aurez remarqué. Alors que quelque part, il avait quand même plus de chances déjà d'être parmi les meilleurs matchs de tous les temps que Randy Orton contre Edge. Ah oui, mais il y en a qu'un. On en parlera plus tard. Oui, et c'est pour ça en fait que ce match n'était pas à Backlash. Ah, tu crois? C'est parce qu'à Backlash, bien sûr, j'en suis sûr et certain. À Backlash, il fallait qu'il n'y ait aucun meilleur match que Edge et Orton. Et Il ne fallait pas qu'il y ait trop de bons matchs à côté. Tu remets en cause les paroles de Monsieur WWE là, Félix, ça va pas. Hein. Oui. Non, non. En question. Il y avait un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Non, on questionne pas. Bah, si on ne pose pas de questions, on n'aura jamais de réponse. Mais c'est ça la mauvaise foi. Et ouais, du coup, Mickaël, c'est vrai que tu nous en avais parlé déjà avant même de commencer l'émission et que tu nous avais dit que tu étais déjà en mode what the fuck avant même que ça commence. Donc c'est vrai que c'était un petit peu bordélique, quoi. Jusqu'à quel point ça t'a impacté, toi, sur le déroulé finalement? D'avoir ce match-là qui finalement se déroule à SmackDown, quoi.
au niveau de tes attentes. Vu que c'est surtout qu'en fait, moi, je me suis spoilé, en fait, parce que normalement, je regarde pas SmackDown, et si j'avais su qu'il y avait ce match-là, j'aurais fait attention pour au moins voir le match après. Mais comme du coup, là, je savais pas qu'il y avait le match, j'ai juste vu une news, AJ Styles a gagné le titre intercontinental à SmackDown. Donc, de toute façon, déjà, c'était mort, c'était spoilé, quoi. Voilà. Ouais. Donc, alors que s'il avait été au pay-per-view, ou si j'avais su qu'il y avait ce match-là, je me serais pas spoilé. Donc, c'était un peu ça le problème, surtout. Du coup, au final, toi, tu l'as vu en accéléré, Félix et Mehdi, toi, t'as vu le match ou pas? Non, je l'ai vu. J'ai vu un récap aussi. Parce qu'il y avait donc personnellement, c'est un peu. On est quand même hyper blasé. L'autre info peut-être de SmackDown, même si elle est minime par rapport au pipi et au match intercontinental. Nakamura et Cesaro vont être les prochains challengers par équipe contre les New Day. Qu'est-ce que vous en pensez d'une team Cesaro, Nakamura potentiellement championne? Je demande à voir, mais... championne ou pas, je m'en fous un peu, mais par contre, ça peut donner des bons matchs. Ça peut donner des matchs sympas. C'est plus ça, ouais. C'est une équipe assez musclée, quand même. Ouais, Nakamura en équipe, on l'a pas trop vu, parce que la New Japan, il était très solo, quand même. Et même à NXT et compagnie. Mais en équipe vraiment... mais régulière, ça peut être intéressant. Après, il faut quand même réaliser aussi que c'est toujours sympa quand il y a des gens qui sont mis en équipe, mais que être mis en équipe à AEW, c'est quand même un petit peu le début de la retraite. Hein. Enfin, c'est un côté on sait plus trop, c'est un petit peu le placard, quoi. Ouais. Mais bon, après, on peut avoir une longue carrière en équipe avec des équipes sympas, mais c'est un peu les New Day, ouais, justement. Les New Day, voilà, ou même Sheamus. Bon, même si parfois. Après, on peut retrouver une carrière solo plus tard. Bon, Sheamus, il essaie de lui redonner un peu un élan, là, je pense, mais... Ouais, mais puis Sheamus il fait partie des meubles, pas simplement parce qu'il est représentatif, mais moi je le souligne toujours, hein, c'est comme quand j'en parle très souvent de ce cher tellement cher que j'ai oublié son nom, justement des New Day, parce qu'on le voit plus beaucoup catcher en fait maintenant. Kofi Kingston. Non, Kofi on le voit catcher. Non, l'autre forcément. Non, le troisième. Xavier Woods. Mais il est blessé en même temps. Il est blessé, on voit plus catcher. Mais même avant sa blessure, on le voyait pas beaucoup catcher, quoi, parce que effectivement, quand je dis qu'il fait partie des meubles, c'est qu'il a une chaîne YouTube très active qui fait beaucoup parler, mine de rien, up down autour de la culture du jeu vidéo et tout ça, et il faut pas oublier, même si ça peut faire sourire certaines, mais ça fait quand même partie du folklore et du domaine du catch. Sheamus, il a une chaîne de workout en fait, d'entraînement, de cycle d'entraînement qu'il fait avec les stars de la WWE, et ça a son petit succès, quoi. Donc je pense que c'est un mec qui peuvent pas, enfin je veux dire, c'est pas aussi simple que ça de le balancer, de le faire aux oubliettes que d'autres. Donc voilà. Voilà. Pay-per-view, peut-être. Ouais, peut-être qu'on peut enchaîner effectivement avec Backlash, avec The Greatest Fight of Ever World. Enfin, Randy Orton contre Edge, quoi. Non, il y a eu d'autres choses avant. Michael, on te laisse la parole. Ce sera plus sérieux, ce sera plus carré. Attends, alors moi j'ai pas le... Non, il faut pas me laisser la parole. Il faut pas te laisser la parole. Tu n'as pas ton déroulé. J'ai pas la liste des matchs. Ah non, mais sans la liste, tu peux la retrouver progressivement, mais... Alors attends, qu'est-ce qu'il y a... Ah oui, si, non mais je m'en souviens. Alors aussi, ok. Non, qu'est-ce qu'il y a eu je te retrouve la carte. Le premier, déjà, est-ce que tu as vu le pré-show avec Cruz et Andrade? Ah bah oui, moi j'ai vu le pré-show, mais bon, le pré-show c'est un peu triste parce qu'il y avait quand même Kevin Owens dedans, donc bon. C'est quand même un peu malheureux de se dire que Kevin Owens c'était un sidekick dans le pré-show. Mais sinon, le match était un peu trop rapide pour être quoi que ce soit, quoi. Je crois qu'il faisait 7 minutes. Apollo Crews contre Andrade. Ouais. Bon, je pense qu'on va vraiment pas faire un listing et on va s'attarder si vraiment les matchs en valent le coup. Donc, en vrai, il y avait de toute façon, il y avait pas beaucoup de matchs. Hein. Il y avait très peu de matchs, je pense. Il y avait que 6 matchs sur la carte sans compter le pré-show. Ouais, 7 si tu comptes le pré-show. C'est quand même un pay-per-view qui était un peu plus long que les précédents. Il faisait 3 heures, je crois. On a fait le match final aussi qui était long, quoi. Ouais. 45 minutes, alors, on continue donc de Boss and Hug Connection, Bayley et Sasha Banks qui battent les Iconics, Billie Kay, Peyton Royce, ainsi que Alexa Bliss et Nikki Cross. Oui, c'était sympa ça, mais c'est rien de fou, quoi. Alors c'était sympa, mais moi j'ai une question sur laquelle on va pas s'apesantir ce soir, faute de temps, mais j'aimerais bien la reposer plus tard. C'est quoi le personnage de Nikki Cross maintenant ?
À part, ne me répondez pas la BFF d'Alexa Bliss. Bah, Franchement, oui, j'allais le dire. bah tu vois. Donc voilà. Next, on verra ça. Je me la garde au chaud parce que j'aimerais bien quand même en reparler parce que je l'aime bien, Nikki Cross, vous le savez. Sheamus qui bat Jeff Hardy. Pipi Retribution. J'ai bien aimé, bizarrement. Je pense que je suis le seul à avoir bien aimé. Je sais pas, mais j'ai trouvé que Non, il était pas trop mal, moi je trouve, ce match. Sheamus était assez convaincant. En gros, Bully bien stiff. Et que à la limite le faut. Moi, j'aime pas trop en plus moi ce genre de match où il y a le face qui souffre pendant des heures et voilà. Mais là, en l'occurrence, dans ce registre, ça fonctionnait plutôt bien. Ouais. Ça m'étonnerait pas, comme je disais avant, qu'il redonne un peu un élan du momentum à Sheamus pour qu'il aille éventuellement peut-être embêter Strowman, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Fait partie des mecs qui physiquement peuvent être crédibles contre Strowman, donc je trouve que c'est bien de lui donner un peu un côté. C'est un match qui était là pour le rendre un peu dominant et tout et puissant, donc je trouve que ça remplissait bien son rôle, ça fonctionnait bien. C'est bien qu'il ait gagné. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour l'avoir vu, contrairement aux autres en mode accéléré. Enfin, pas aux autres matchs de Backlash, mais à Raw. Non, aux autres, c'est pas toi. Le mec, il est en mode persécuté. J'adore. J'ai fait mes devoirs. Moi, monsieur. Donc ensuite, Asuka contre Nia Jax, terminé par un double décompte à l'extérieur. Voilà. Bon, je crois qu'on a eu la même réaction. De Nia Jax, ça suffit. Ouais, mais même au-delà de Nia Jax, voilà ce qu'ils en ont fait, quoi. Deux fois, ça va, quoi. Ça a duré combien de temps? C'était assez court. Ça a duré 8 minutes 25. Voilà. C'était un match vraiment très court et bon, après c'est peut-être mieux avec Nia Jax parce qu'ils vont pas faire un match hyper technique, mais le problème c'est que c'est toujours un petit peu les alors moi j'ai lu après qu'il y avait la décision qui voulait pas que Nia Jax devienne championne mais qui voulait pas non plus qu'elle perde parce qu'il voulait qu'elle ait l'air strong. Ouais, mais bon. Le problème c'est qu'il y a des meilleures façons de le faire, quoi. Non, mais il y a des meilleures façons de le faire. Par contre, est d'accord. Par exemple à Raw le lendemain, je prends un peu d'avance. Oui. Ils ont eu un rematch. Ouais. Ils ont eu un rematch. Ouais. Et là, Nia Jax a tapé l'arbitre et a oui. été disqualifiée. Déjà, je trouve que c'est une façon plus cool. Carrément. Comme ça, elle a l'air assez badass. Elle a l'air heal. Elle perd. Par contre, il y a des trucs de booking qui fonctionnent pas parce que si Asuka en tant que face, elle peut pas garder son titre parce qu'elles ont toutes les deux été décomptées à l'extérieur. C'est pas du tout valorisant. Alors même si Asuka a joué des trucs, elle avait l'air vachement pas contente en fait à la fin du match, tout ça. Mais bon, c'est clair que c'était vraiment bidon, quoi, ça. Ouais, ça a servi personne, on est d'accord là-dessus. Braun Strowman qui bat John Morrison et le Miz. Alors là aussi, il faudra que tu m'expliques, Michael ou Félix, si tu as compris. Il y a un moment du match où, comment dire, John Morrison avait un tombé d'assuré sur Braun Strowman et de Miz s'est jeté sur lui et il l'a poussé. J'ai pas compris. Ah oui, mais si, mais parce que la stipulation, c'est celui qui faisait le tomber sur Strowman devenait champion. Mais ils ont changé au dernier moment en fait. Ah, c'est pour ça. En plus, c'est hyper débile. Normalement, c'était un match handicap. Donc match handicap, c'est un peu débile parce que du coup, et les deux peuvent gagner le titre en même temps. Enfin voilà. Donc au dernier moment, ils ont fait, mais c'est pas la première fois qu'ils se mettent dans cette situation et à chaque fois, ils savent pas du tout comment gérer en fait. Ils font un truc à la con, puis après ils se disent merde, comment on va faire? C'est débile comme règle. Et du coup là, ils ont fait un truc où au dernier moment, les deux pouvaient gagner le titre indépendamment. Mais ils ont toujours dit que c'était un handicap match. Or, par définition, c'était un triple threat, c'était pas un handicap match. Bah voilà, j'ai quelque chose de bizarre. Voilà. Regardez ce visage. Voilà, ce visage, c'est le visage de la personne qui n'était pas du tout au courant et qui, voilà, c'est parfait. Comme ça, vous êtes au point. Le match était en plus mauvais parce que franchement, ce qu'on n'a rien foutu, c'était juste les deux qui s'amusaient avec lui. Il n'y avait pas tellement de matchs, quoi. C'était vraiment rapide. Clairement. J'aime beaucoup. En plus, il était mauvais. Il était comme Jack. T'es mauvais, Jack. Tu sais pas jouer. T'es mauvais. Drew McIntyre qui bat Bobby Lashley avec MVP. Enfin, escorté par MVP, pardon. Oui, vas-y, je sens que ça charge. J'allais donner mon avis. Non, vas-y, donne ton avis, non. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bobby Lashley m'a vraiment surpris parce que j'ai pas beaucoup de matchs dans le cornet de Bobby Lashley de l'époque TNA Impact. Et honnêtement, j'ai trouvé ce match très sympa. Ça avait vraiment du rythme. C'était vraiment, entre guillemets, ce qu'on attendait en termes d'imagerie de Big Guys. Voilà.
Je le fais simple. Ouais, moi j'ai trouvé ça très bien, sauf que le seul truc qui m'a un peu gâché le match, c'est que moi je sais que Bobby Lashley est un catcheur hyper capable parce que c'est un peu un monster heel, mais en fait il peut faire du catch hyper technique et tout. C'est dommage qu'on n'ait jamais vu ça, mais je pense que Bobby Lashley à New Japan, il aurait pu donner des trucs très intéressants, à mon avis. Franchement, je donne un petit. Ouais, il j'aurais aurait jamais pu surprendre pensé, avec ouais. en jouant en un registre. Je pense qu'il peut avoir un registre. Il peut faire du match wrestling ou des trucs hyper techniques sans problème. Tanahashi, mais genre. Ouais, ça aurait pu être un Vader, bon, un tout petit peu Il plus aurait pu, léger. parce qu'il a eu une époque, avant de revenir à AEW, il a eu une époque où il aurait pu tout à fait signer à New Japan, franchement. Donc, bref, oui, le match était bien. Après, le problème, c'est que il y avait quand même un shenanigan à la fin. Ouais, avec Lana. En même temps, l'a un peu protégé, ce qui est quand même bien, parce qu'au final, il a quand même un peu perdu à cause d'elle, donc c'est mieux. Mais bon, le problème de ce genre de match, c'est que moi, je trouve qu'un shenanigan à la fin d'un long match qui est plutôt bon, c'est pas forcément gênant. Si je n'attends pas le shenanigan pendant tout le match. Or là, je savais, parce ça fait 3 semaines qu'ils jouent sur le côté Lana MVP qui vient l'embêter tout le Lana, temps. ouais. Donc je savais que ça terminerait comme ça. Donc du coup, ça empêche d'être vraiment investi dans le match, parce qu'on sait, bon, de toute façon, il va y avoir un truc à la con à la fin, donc voilà. Carrément. Donc c'est un petit peu dommage, encore une fois, de cacher le travail de bons catcheurs avec une histoire débile. Tu l'as vu, Félix? C'était en dehors du main event, c'était le match que j'avais envie de voir parce que j'aime beaucoup les jeux et que je sais que Lashley il peut donner, surtout dans ce genre de situation. Et finalement, je l'ai pas vu par faute de temps et peut-être d'envie, mais du coup, ce que vous dites, ça peut te donner envie de le revoir. Ouais. Comme moi quand j'ai rematé le Shida Nyla Rose en mode ASMR grâce au conseil de Michael. Ce qui nous amène à Randy Orton contre Edge. Match simple, match épique, plus grand match de la Terre, de l'univers, de la Terre du milieu, de la galaxie. Moi, mon seul regret pour ce match, c'est que il ait duré 44 minutes 45 et non pas 44 minutes 44. Ça aurait été super stylé. Non, bon, on va en parler sérieusement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Par où on commence? Moi, je veux bien commencer, du coup. Ouais. Eh ben, allons-y, Félix. Eh bien, j'en attendais à la fois beaucoup de choses et à la fois peu. Parce qu'on nous a tellement hypé, mal hypé, greatest match, tout ça. Ouais. Et finalement, je me suis pas ennuyé. J'ai pas fait de fast forward. J'ai tout regardé et c'était ce midi, hein, donc j'étais en train de manger. Voilà. On saura tout. Voilà, on saura tout. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont dérangé, effectivement. Mais c'était surtout, en fait, du pourtour, quoi. Le match en lui-même, le côté technique, narratif dans le match, je dirais impeccable. C'est pas genre, le impeccable n'est pas forcément amélioratif. C'est pas pour dire c'était excellent, mais c'était impeccable. Ça se tenait debout, ça se mangeait bien, voilà. Merci d'utiliser le thème amélioratif et non pas qualitatif comme 95% des gens. Il n'y a pas de quoi. Et en fait, oui, c'est le pourtour en fait qui m'a gêné parce que ils veulent en faire trop en fait. Et les entrées avec la voix de Howard Finkel qui avec le micro du Madison Square Garden alors qu'on est au Performance Center. Déjà les fans à l'extérieur, bon, n'en parlons pas, sans masque et compagnie, mais ça c'est une autre affaire. Qui sont forcément en mode bravo, c'est trop bien. Sugoi, ah non, c'est pas la bonne. En plus, avec les enregistrements sonores du public en mode This is awesome, qui viennent forcément de shows antérieurs où il y avait des fans, où ils les ont mis à fond pour faire croire que le match c'était un truc effervescent et tout ça. Plus les commentaires qui en rajoutaient des louches. Il n'y a que Samoa Joe qui parfois donnait des points de vue techniques un peu sympas et je trouvais ça cool. Mais sinon, sur le ring, rien à dire, j'ai envie de dire. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Edge jouait assez bien son rôle. Le début de match était super bien ficelé. La fin était peut-être un peu lourde avec les différents near fall et kick out de RKO et compagnie, qui est censé être une prise qui t'achève, mais il a fallu en placer 5 parce que c'est le greatest match ever. Mais finalement, la fin
avec la triche et puis le coup de pied qui plante la graine de ce qui va se passer le lendemain à Raw. Mm. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, plutôt satisfaisant. Michael, qu'en as-tu pensé? Ouais, alors du coup, il y avait en effet, alors il faut dire que avant que le match commence, ils nous ont prévenu que c'est un match un petit peu next-gen avec un son qui serait. Ouais, Alors je sais plus comment ils ont présenté ça, mais ils ont dit un son qui serait amplifié, enfin boosté, je sais pas. ouais. Mais Et n'importe des quoi. angles de caméra spéciaux. Alors moi, j'ai un peu raté les angles de caméra spéciaux, mais j'ai vu des podcasts qui en parlaient. Moi, je C'est les ai bizarre, vus, moi, je les ai ratés, mais il y avait des trucs un peu apparemment. Il y En avait, fait, il y a des gens qui. en gros, il y avait 4-5 plans de caméra différents de d'habitude. Il y avait surtout les plans où le caméraman est sur le ring. Donc du coup, là, ça montre qu'ils ont repris certaines prises ou certaines scènes pour les montrer Ouais. sous un angle différent. Genre sous Edge et Orton au début quand ils sont en comment on appelle ça, en tie-up là, en lock-up. Il y a Ouais, le en plan lock-up. aussi quand il le prend en DDT, où il est très près, où le caméraman est très près de Edge. Il y a le plan avec la superplex, où le caméraman est au milieu du ring. Et puis aussi, il y a pas mal de plans de caméra en mode Skycam qui faisait avant dans certains matchs au Madison Square Garden. Donc encore une fois, le fantôme du Madison Square Garden, où on les voit de haut. Ça, c'était plutôt cool. Et ils pourraient l'utiliser même en temps normal. Et puis il y avait quelques plans de caméra façon AEW dans le coin. Tu sais, où ils mettent les caméras sur les poteaux des coins et on a un angle un peu différent. Ouais, là, les Donc, plans GoPro, quoi. Alors, du coup, Voilà. moi, c'est marrant parce que je comprends pas pourquoi j'ai pas du tout repéré tous ces trucs. Alors, au moins, ça devait être assez naturel parce que moi, ça m'a pas, en tout cas, gêné. Par contre, le son m'a énormément gêné. Alors moi, ça Ah m'a un oui. peu gâché le match, je dois avouer, parce que c'est pas tellement que c'était un son d'un public qui était plus. Enfin, pour moi, c'était surtout un problème de cohérence au niveau de l'espace, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est que, alors, il y avait des trucs de son qui venaient de public de la bleue, peut-être en effet, où il y avait, voilà, mais sauf que c'est des publics beaucoup plus grands que ce qu'on avait en face de nous. Oui. Mais en plus de ça, il y avait la plupart des réactions de foule, pour moi. Par exemple, il y a des applaudissements, des trucs comme ça, qui sont pas des réactions de catch, et qui sont surtout des réactions de stade. Et quand on a une réaction de stade dans une salle qui a l'air d'un garage, le problème c'est que, pour moi, c'est comme s'il y avait écrit sur le match, c'est une parodie pendant tout le match. Donc pour moi, ça me gâche tout. Et en plus, il y a un truc quand même qui est débile, et je comprends pas, enfin, s'ils veulent faire ça, je comprends pas qu'ils le fassent pas mieux. D'une part, ils ont quand même des milliards d'heures de leurs propres émissions avec des publics de différentes importances, et ils pourraient tout à fait trouver des publics qui correspondent à la taille de la salle. Deuxièmement, il y a un truc qu'ils pourraient faire s'ils veulent que ça a l'air d'un grand match, que c'est une ambiance premier WrestleMania, le Madison Square Garden, un truc de malade, c'est de foutre le match dans le noir, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le public, qu'on voit très peu le public. Comme ça, on y aurait cru en fait. Tu veux dire des plans, tu veux dire des plans, des éclairages qui auraient pu ressembler au John Cena contre le Fiend. Certains d'entre eux, par exemple. Plus, mais oui, peut-être. Oui. Mais les premiers, parce que le premier WrestleMania le premier WrestleMania en 85, quand je l'avais revu, je l'avais pas vu à l'époque, hein, mais quand je l'avais vu, je m'étais rendu compte qu'il y avait une ambiance très sympa, parce qu'il y avait un match de boxe un peu à l'ancienne, et il y avait une lumière sur le ring, mais on voyait quasiment pas le public en fait. Et là, il suffisait de faire une ambiance comme ça aurait été hyper épique. Et du coup, le son aurait été moins gênant si c'était pas un son moins de stade, parce que il pouvait vraiment y arriver un peu mieux. Après, bon, au niveau de l'intention de vouloir faire ça, bon, pourquoi pas. Après, pour ce qui est du match, je trouve que, alors, comme moi, j'avais pas vraiment remarqué tous les plans et tout, et j'avais pas remarqué, j'ai un peu honte, parce que je suis quand même étudiant en cinéma, mais j'étais. On apprend tous les jours. J'ai pas vraiment remarqué toutes les coupes et tout ça, mais en fait, moi, j'étais un peu impressionné du match qu'ils ont fait. C'est un match qui partait un peu lentement et qui est quand même hyper solide. Ce que je tiens quand même à dire, c'est que là où je respecte pas mal les deux gars, c'est que on leur a filé quand même la pire pression du monde. Ils étaient censés avoir le meilleur match de tous les temps, alors qu'ils ont eu un match catastrophique à WrestleMania. Ils ont quand même eu, je pense, un des meilleurs main events d'un pay-per-view du main roster de ces dernières années. Enfin, je pense que c'est quand même un match assez légendaire qu'ils ont eu. Je pense que c'est pas le meilleur match de tous les temps, mais je pense même qu'on pourrait dire, par exemple, je sais pas ce que vous en pensez,
que c'est peut-être le meilleur match de la carrière de Randy Orton. Non. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Bah, Pour est-ce moi, qu'il y a non. des vraiment super bons matchs? C'est non. quoi pour toi le meilleur match de la carrière de Randy Orton? Je sais pas, mais là, par exemple, celui qui me vient. Bah, J'en ai plusieurs. Mais celui qui me vient à l'esprit, c'est par exemple Randy Orton contre Mick Foley, par exemple, en 2004. C'est un match hardcore pour le coup. Mais ça avait fait des émules, et puis lui, ça l'avait fait surtout. en tout cas, dans ce registre bien mais de oui, catch mais- technique et mais- tout, dans peut-être ce son registre-là, top 10, ouais. peut-être dans son top 10, oui. Ouais. Réussir Après, par la contre, carrière de Randy le Orton. fait que qu'il y ait du coup eu plein de coupes et que en fait le match a duré beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont dû retourner plusieurs parties et tout. Et c'est con, mais je veux pas faire mon gros conservateur et tout. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui considèrent que c'est un match du Cinematic Universe en fait. Et puis en plus, il y avait des angles de caméra apparemment qui étaient un peu Ouais. impossibles et tout ça. Alors Et que du pour coup, moi, non. est-ce qu'on peut vraiment... Bah oui, mais c'est quand même différent parce qu'un match de catch, Oui, je suis d'accord. après c'est un gros débat. Un match de catch, c'est quand même difficile. C'est deux personnes sur un ring qui doivent en direct faire tout un tas de trucs pour que le match soit bien construit, fluide, tout ça. À partir du moment où tu coupes dedans pour que ce soit parfait, est-ce que tu peux vraiment le comparer à d'autres matchs de catch Pour moi, qui sont faits de façon plus traditionnelle? Parce qu'il y a quand Ouais. même, c'est un peu de la triche quand même, d'une certaine façon. pour moi, étant donné qu'il n'y avait pas tant de... Enfin, en tout cas de ce que j'en ai vu, il n'y avait pas tant de plans retravaillés que ça ou d'autres angles de caméra qui seraient impossibles dans un contexte normal de catch, comme les close-up et compagnie et les contre-plongées et tout ça. Pour moi, il n'y en avait pas tant que ça. Du coup, la grosse partie du match, et c'est un gros match, quoi, 45 minutes, il y a de la matière. La grosse partie du match, elle reste filmée comme un match de catch normal. Entre guillemets. Mais on Donc, sait pas pour en moi, fait. ça... Bah, comment Mais ça, apparemment, un match quand même. ils ont quand même tourné, ils ont fait ce match plusieurs fois, apparemment. Donc c'est quand même on a quand même vu Mais un c'est pas la montage première fois. des Ça, meilleures c'est pas la prises. première fois. Je suis désolé, mais c'est pas la première fois. Depuis des années que le catch existe à la télévision et avant, il n'était pas en live. Enfin, pas toutes les émissions en tout cas. Il y a plein de matchs qui ont été recutés, retournés parce qu'ils étaient mauvais, parce qu'il y a eu un accident, parce que ceci, parce que cela. Et des fois, il y a des matchs qui sont... la première partie, c'est le premier match, et la deuxième partie, c'est le deuxième match, et tu t'en rends pas forcément compte, ou juste ils ont mis une pub pour les deux, pour après tu t'en rends compte. Et ça, pour le coup, ça reste des matchs de catch. Je peux pas dire que c'est un match cinématique. Non, mais la question c'est pas que c'est cinématique ou pas, c'est que est-ce qu'on peut considérer que du coup c'est un prétendant à être l'un des meilleurs matchs de catch qui soit, alors que il a été traficoté derrière et que c'est quand même je veux dire, comparé à je sais pas Je suis d'accord, j'ai compris. Okada oui, comparé Ouais. à Okada et Omega qui catch pendant une heure, voilà, Sans s'arrêter, c'est sans quand rien même faire. différent. Hein. Voilà, Oui, donc d'accord, c'est là, quand je suis même Oui, pour moi, il reste à part. Effectivement, il reste à part de ce point de vue-là. en termes de mérite, quoi, tu vois, je veux dire, en termes de mérite, je suis pas sûr que Randy Orton et Edge, parce que moi j'étais quand même assez impressionné de la En qualité termes du de match mérite, par rapport à ce qu'ils ont fait. En termes de mérite, je dirais que non, mais disons que je suis pas sûr que Randy Orton et Edge puissent avoir un match aussi parfait, sans coupe, devant un public. Après, peut-être que je me trompe. Ouais, moi je Mais- pense que tu exagères un tout petit peu. Je serais Ouais. plus de l'avis de Michael, honnêtement. Mais non, mais juste pour Mais finir, la question, je pense, est vraiment pas là. Mais vas-y, Félix. mais pour le mérite et compagnie dont tu parlais par rapport aux autres matchs comme Okada et Omega, là je peux comprendre. Mais c'est un exemple qu'il faudrait mettre en mention honorable, par exemple. Si tu fais un top 10, t'as rien, tu vois, par exemple. Parce que Disons tu que être au même niveau que les autres qui sont effectivement faits d'une traite. Donc il y a le temps aussi de faire d'une traite sans réessayer des choses en live. Mais en même temps, on peut pas nier l'appréciation et la qualité du truc qu'on nous a fourni, qui est pas si travaillé que ça. on sait pas parce que au final, enfin oui, voilà, bon, je vais pas polémiquer pendant 2 heures, mais on sait pas à quel point ils ont peut-être fait des pauses, ils ont peut-être, on sait pas du tout. Disons que moi, ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup Edge et Randy Orton, mais moi, ce match-là, j'ai trouvé qu'il était d'une qualité assez incroyable au niveau de vraiment La production du de la détail, réal, de la façon ouais. Oui, non, mais même, non, je veux dire de la façon, de ce que faisaient les catcheurs, quoi. J'ai été très impressionné par la précision de ce qu'ils font, et que disons que c'est pas, j'attends pas en général,
pour moi, c'est beaucoup plus que ce que j'attends de Randy Orton ou de Edge en 2020 dans un ring. Donc moi, j'ai tendance à me dire que le montage a aidé, qu'il serait pas capable d'avoir un match aussi parfait sans ça. C'est pour ça que je parle de production, justement, c'est plus dans ce sens-là. En tout cas, on salue ceux qui nous rejoignent entre-temps, notamment Réla Hardy, bonsoir à toi. Moi, je ne vais pas... si vous m'y autorisez, moi je vais pas m'exprimer dessus, pour une raison simple, c'est que je pense que c'est beaucoup trop tôt. Ce qui est évident, et je pense que vous êtes d'accord là-dessus tous les deux, le reste c'est des points de... non pas de détail, mais en tout cas des points sur lesquels il y aura forcément divergence, c'est que le match a marqué dans le sens de ce qu'il propose, que c'est un objet pour l'instant qui est incatégorisable, donc il faudra attendre du temps pour voir où est-ce qu'il se positionne dans ce qui est en train de se jouer au niveau du catch, du Cinematic Universe ou que sais-je, mais moi il m'a... Alors je sais vraiment pas quoi en penser, dans le sens qu'il va falloir, c'est clair, c'est ce que je retiens, il va falloir que je le revoie, et je sais que je vais écrire dessus. Ça, c'est certain. Je sais que c'est vraiment un match qui m'a donné envie de cogiter et de penser des trucs, voilà. Genre, quand même, à ce point-là. Tu sais où publier tes écrits, maintenant. Alors, justement, sans doute, mais il y a la réalité que, quand je dis écriture, je sais pas si ce sera écriture pure ou vidéo. Voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça. Mais voilà, bref, au-delà du... Juste pour... Alors, écoutez-vous, les amis. Il y a deux parenthèses. Est-ce que tu veux faire... Non, vas-y. Break to break. Alors, non, moi, juste pour être complet sur l'info, donc en fait, moi, un petit truc quand même qui m'a un peu gâché le match aussi, c'est que donc il y a une news de notre ami Shinro Sap de Fightful.com qui c'est pas notre ami en vrai, hein, nous. Et c'est une façon de parler. Non, moi je connais pas. Je l'ai parlé une fois sur Twitter. Il m'a engueulé sur Twitter parce que j'ai fait une blague pourrie. Et donc en fait, il a fait une news avant le pay-per-view, comme quoi Edge s'était gravement blessé pendant le match. Moi, c'est un truc qui me gâche un peu un match parce que moi, je savais que c'était blessé au bras. Donc, à chaque spot de ce match, j'étais là genre, oh, c'est peut-être là qui s'est fait mal. Je passais mon temps à flipper sur tout ce qui passait. Ouais. Donc, ça a le don de gâcher un petit peu un match. Mais pourquoi t'as lu final, aussi plus, bah oui, mais et au final, le pire, c'est que c'est pour ça que je te dis que on sait quand même pas exactement quel est le niveau de montage et de retournage et tout ça. C'est que au final, on ne voit pas la blessure parce qu'au final, il s'est blessé sur un retournage du match, sur un match qu'ils ont fait une deuxième fois. Donc ce match, ils l'ont quand même tourné plusieurs fois. C'est quand même étrange dans la façon de faire un match. Donc on sait vraiment pas exactement comment ça s'est fait. Peut-être qu'avec le temps, on en apprendra plus. C'est un match intéressant à analyser, c'est clair. Rendez-vous dans 20 ans, comme les... Voilà, quand ils feront un documentaire. Comme le Last Ride, quoi. Ouais, voilà. Très bien. La petite parenthèse que je voulais faire juste avant qu'on passe complètement à autre chose. Oui, cher Félix. Parce qu'on n'en a pas parlé par rapport au traitement du match. Je trouve que ils ont eu la bonne idée, je pense que c'était la seule bonne idée qu'ils pouvaient avoir, c'était d'orienter le truc de manière très narrative par rapport à leur rivalité et pas par rapport au fait que le but c'est d'avoir le meilleur match possible. C'est clair. Ils ont vraiment joué sur le fait que Edge, c'est clair et net. Effectivement, il n'y a pas eu de vrai match régulier depuis son retour, du coup il a fait des petites fautes. Orton, il a pu en profiter, en plus de sa blessure à la nuque et compagnie. Je trouvais que c'était plus intéressant comme ça, et c'est le seul truc qu'ils auraient pu faire d'ailleurs. Ouais. Voilà. Non, mais je la partage, et c'est un des trucs sur lequel j'aimerais justement écrire. Vu le teasing que je faisais tout à l'heure, mais si on continue, nous arrivons donc à Raw. Le Raw de ce lundi, Mickaël, est-ce que je te redonne la parole? Est-ce que tu veux, veux le dérouler? Oui, je peux le faire. Ouais, mais de toute façon, ça va être express parce qu'il y a des trucs, j'ai eu des gros problèmes de connexion, donc déjà, il y a des parties que j'ai pas bien vues, donc j'ai vu après par la suite ce qui s'était passé, mais j'ai vu la majorité des trucs, mais j'ai eu des soucis de connexion. Et ma connexion, c'est arrêté quand Kevin Owens a commencé son match en fait. Donc, bien sûr, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. De toute façon, c'était un match très très court. De toute façon. Donc en fait, l'émission a commencé avec Ron Orton du coup. Alors donc le gros truc de cette émission. En plus, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait
un truc hyper important qui allait se passer, tout. Mais au final, c'était Christian, quoi? Des rumeurs. Ah oui, des rumeurs. Et donc, du coup, oui, donc ça a commencé avec Randy Orton qui s'est félicité d'avoir battu Edge et compagnie, qui a fait une promo, comme d'habitude, assez bien. Christian est arrivé pour lui dire qu'il était pas content. Je suis pas content. Et du coup, en fait, Orton, qui reprend un petit peu son personnage de Legend Killer, apparemment, du coup, Orton s'est décidé à le défier pour un match à la fin de l'émission s'il avait les coucougnettes. Et donc, du coup, pendant toute l'émission, du coup, là, je vais pas de façon chronologique parce qu'autant rester sur cet angle. Pendant toute l'émission, il y avait des différentes légendes, dont certaines qui ne devraient pas être dans des endroits où il y a des malades du coronavirus, qui venaient lui dire non, mais tu devrais pas, c'est dangereux, il va te faire du mal, t'as passé l'âge, tout ça. Et le suspense jusqu'à la fin de l'émission, c'est est-ce que Christian va accepter ou pas le défi de Randy Orton. Donc après, il y a un match Kevin Owens, Angel Garza, qui au final n'était encore une fois pas le focus, puisque en fait l'histoire maintenant c'est plutôt Garza et Andrade qui sont à la tête, et Zelina qui n'est pas contente. Donc Owens, comme d'habitude là-dedans, est une espèce de genre il est là mais il est pas là. Enfin je sais même pas pourquoi il vient en fait. D'ailleurs il viendra plus apparemment. Donc, parce que pour la news, il y a eu un malade. Donc je sais pas quand c'est arrivé du coup. Et donc cette semaine, il y a eu un malade du coronavirus à NXT, après Raw. Au final, Kevin Owens a dit qu'il ne viendrait pas. Il faut savoir qu'apparemment, Kevin Owens a eu le grand-père du côté de sa femme, qui est mort de coronavirus il y a 2 semaines. Ouais. Donc du coup, là, du coup, ils sont. Il a dit poliment qu'il ne viendrait pas. Au moins pour le prochain taping. Ça veut dire que le prochain Raw, il sera pas là, mais peut-être qu'après, la semaine d'après, il sera là. Donc du coup, le match était rapide. Il a battu Garza, donc j'espère que leur rivalité est finie, puisque franchement, Owens n'a absolument rien à foutre là-dedans. On sait pas trop où ça va avec Garza et Andrade, parce que du coup, je comprends pas trop où va cette histoire au final. Après, nous avons eu Bobby Lashley qui n'était pas content, puisque Lana a gâché son match et sa chance de gagner le titre contre Drew McIntyre. Donc en fait, Bobby Lashley a décidé de demander le divorce contre Lana. C'est pas le premier. Rappelons-nous que beaucoup de gens demandent le divorce contre Lana. J'ai l'impression que Vince McMahon aime beaucoup ce personnage de femme fatale qui en fait est. Donc après il y avait les Viking Raiders contre les Street Profits qui sont donc ah oui parce qu'on a oublié un match on a oublié un match de Backlash. On a oublié un match de Backlash qui était assez important. Donc bon, pour faire vite à Backlash, il y avait, du coup je prends un peu plus de temps, mais bon, à Backlash il y avait un match cinématique, c'était le seul match cinématique réellement cinématique entre les Street Profits et les Viking Raiders, où ils sont un petit peu affrontés n'importe où en faisant n'importe quoi, et que ils sont normalement devait y avoir un match normal et c'est transformé en cinématique match en fait, il devait y avoir un match normalement tag team et en fait c'était un cinématique match, et au final il y a Tozawa qui est arrivé avec des ninjas et ils ont fait équipe contre les ninjas. Juste pour dire que j'ai vu des gens dire que c'était le pire cinématique match. Pour moi, c'était bien meilleur que Money in the Bank. Ah, très clairement. Parce que je trouve que ça fonctionnait à peu près parce que déjà, tout simplement, en fait, les Street Profits, surtout, comment il s'appelle, Montez Ford, est quand même assez doué pour la comédie et tout ça, donc ça fonctionne assez bien. Et en plus, c'est assez cohérent. C'est-à-dire que au final, les personnages sont assez cohérents, que ça faisait suite à ce qu'ils avaient fait dans les semaines précédentes, donc ça fonctionnait assez bien. Bah oui, c'était un peu n'importe quoi, mais je trouve que ça fonctionnait à peu près. Alors que le Money in the Bank, non seulement c'était n'importe quoi, il n'y avait aucune cohérence, mais surtout, le gros problème, c'est que le Money in the Bank, c'est censé être un vrai match, donc c'était un peu gênant que ce soit n'importe quoi. Alors que là, c'était juste un match qui faisait suite à une rivalité comique et qui avait un payoff comique au pay-per-view. Donc pour moi, c'était trop long quand même. Mais c'était pas si gênant que ça, je veux dire, comme si. Ah non, mais vraiment pas. Moi, j'ai même été relativement client sur le côté, rigolo, très très bas du front du truc. L'arc des ninjas, moi, ça m'a fait marrer. Et puis, comme tu dis, c'était annoncé depuis un moment. Mais ah non, mais vraiment. Et par contre, petite précision, on notera que on aurait souhaité peut-être qu'il soit introduit d'une meilleure manière, mais justement, on le retrouve dans Raw et je te redonne la parole tout de suite, Michael.
l'arrivée de, excusez-moi, son nom m'échappe, du géant nigérien qui faisait partie effectivement de la sélection. On dirait que je parle de Gonzalez là, de Gonzalez pas de NXT, hein, Gonzalez de Giant Gonzalez, voilà. Giant Gonzalez. Voilà. Non, Feu et Giant. Voilà, c'est ça, Feu de Giant Gonzalez. Mais je vais retrouver son nom. Vas-y, je te laisse continuer, Michael, sur Raw. Alors, non, mais je l'ai quelque part, Félix, t'embête pas. Remets ta caméra, Félix. Je ne peux plus, je ne peux point. Comment ça? Oui, Vicky Anders et Profits contre Akira Tozawa et Sei Ninja. Alors au moins c'est sympa qu'Akira Tozawa, je me fais un petit peu... Enfin bon, on fera des commentaires après. Je regarde les commentaires après. Et donc du coup, match... Est-ce que vous voulez juste le nom du géant? Ouais, vas-y si tu l'as, parce que il s'appelle Jordan Omogbein. Je sais pas comment on prononce son nom. Ouais. Et c'est d'origine nigérienne et il a fait du basket. C'est ça. Mais la surprise de ce match, c'est qu'en fait Big Show est arrivé pour aider les gentils et que du coup, ils ont... je sais pas s'ils ont gagné. Oui, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné. Ouais. Après, il y a eu un segment, le segment qu'on a toutes les semaines avec Seth Rollins, qui dit un peu toujours la même chose. Et Dominique Christ. Donc en fait, il y avait un truc via Satellite, avec Rey Mysterio. Et au final, c'est Dominique qui est arrivé un petit peu pour faire fuir tous les méchants. Dominique qui a eu quelques moves pas trop mauvais. Hein, il a l'air de savoir bouger à peu près. Ouais, il sait s'enfuir, quoi. Dominique. Après, il y a eu donc un match la Iconics contre Liv Morgan et Natalia, qui sert un petit peu à mettre en avant les Iconics par rapport à Bayley et Sacha, du coup. Ouais. Après, et qui fait naître une union naze, mais je précise quand même, apparemment, entre Natalia et Lana. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Mais non, non, en fait, même pas, parce que c'était que... Ah si, oui. Si. Parce que Natalia était vénère après que... Qui avait pas de respect, que Liv Morgan lui avait manqué de respect. Super équipe qui va être insupportable, Lana et Natalia. Donc après, Apollo Crews a un match contre Shelton Benjamin, qui était du coup un match, encore une fois, un peu trop court. Que Cruz a gagné, bien sûr. Après, nous avons... Ah oui, il y avait tout un truc, ça je comprends pas. Tout le monde s'est barré là, en fait, je suis tout seul. Alors, après, il y avait tout un truc... Non, on est avec toi. Il y avait tout un truc avec Drew McIntyre Drew McIntyre et R-Truth contre Bobby Lashley et MVP. Où en fait, l'idée, c'était que, encore une fois, une idée de booking complètement bizarre, où Drew McIntyre, en fait, pouvait perdre le titre dans ce match. C'est absurde. En fait, Drew McIntyre pouvait... C'est un match par équipe. Ouais. Et s'il perdait le match, Drew McIntyre perdait le titre. C'était un délire du genre rigolol où il y avait au même niveau le 24/7 de R-Truth et le titre de McIntyre. Absurde. Et du coup, le gros truc, c'était que R-Truth, comme c'est un peu un blagueur, Drew McIntyre était un peu inquiet et tout, mais au final, il a quand même fait confiance à R-Truth qui l'a aidé à gagner le match. Et donc, du coup, tout s'est bien terminé. Je pense le seul intérêt, la seule volonté de ce match, c'est un peu de redorer le blason de Drew McIntyre en mec qui peut potentiellement être rigolard. Ce qui, je pense, pour l'instant, moi, je le connais peut-être pas assez, mais voilà. Il n'a pas eu l'air très rigolard, parce qu'au final, il avait l'air vachement stressé. Oui, mais je pense que c'est un peu pour lutter contre cette image-là. Je peux me tromper, hein, c'est vraiment dans ma vision. Donc après, comme on en parlait pendant le pay-per-view, match pour le titre, le Women's Raw Championship entre Asuka et Nia Jax, donc rematch, qui sont encore une fois pas terminés, parce que donc Nia Jax a été éliminée parce qu'elle a tapé l'arbitre. Donc ça aurait dû être probablement le finish. Ils aiment bien faire ça à bleu, hein, c'est-à-dire qu'ils font un truc dans un pay-per-view qui est pourri. Et puis le Raw du lendemain, ils font ce qu'ils auraient dû faire. En fait, ils corrigent un peu. Et on se termine donc du coup avec un match qui n'était pas vraiment un match entre Randy Orton et donc Christian, qui, on l'aura bien compris, a accepté le challenge de Randy Orton. Il a mis ses bandelettes. Sauf que en fait, le twist, c'est que bien sûr, Ric Flair lui a fait un low blow et que du coup, Christian n'a même pas commencé son match et s'est fait tapé dans la tête par Randy Orton, qui aime beaucoup faire ça, qui a gagné d'ailleurs son match contre Edge comme ça aussi. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'ils faisaient beaucoup à l'époque, hein.
Rappelons-nous qu'il avait à moitié tué le père de John Cena Ouais. en faisant ça. D'ailleurs, le plan sur son finisher, c'est volontaire ou pas? Ou est-ce que c'est parce que c'était, comme disaient les inconnus, c'est pour la télé, mais ils ont complètement changé le plan de caméra. Enfin, on voit même pas le coup en vrai. Oui, parce que en fait, le coup a été banni de la Oui, télévision ça j'étais au courant. depuis quelques années. Bah. Ils ont pu le faire en pay-per-view parce que c'est un pay-per-view. Voilà, c'est bien ça. Je l'ai pas rêvé, hein. C'est parce qu'ils Mais l'ont gardé en avant, pay-per-view. Ils font ils frisent l'image. Ouais, mais en National TV, ça passe pas. Et- D'accord. Ok, bah c'est bien ce que je pensais. D'accord. Et donc voilà, c'est la fin de l'émission. Orton a dit Au des revoir. trucs pas sympas à Christian, et voilà. Et alors, après, niveau, je suis pas sûr d'avoir envie D'en parler. d'une stable, non mais d'une stable Ric Flair Randy Orton. Hein. Ouais, c'est Donc un je sais pas duo, trop où déjà. ça va. Ça On craint, parlait hein. pas d'un clan, Oui, on c'est un parlait pas duo, d'un mais clan. bon, je Ça sais peut pas être si, je sais pas si, son manager, ça peut être son manager. je sais pas si j'ai envie que Ric Flair soit là toutes les Ça semaines. craint, hein. Moi, Ouais. personnellement, je pense pas, et je pense que Randy Orton, il en a pas du tout besoin. Bah, il en a pas Ouais, besoin. Non, mais attendez, les gars, attendez. Félix, you talk too much, comme on dit dans Botchamania. Il y a un autre truc très très pragmatique, c'est est-ce qu'il peut tenir physiquement? Il est inquiétant. Et puis on sait quand même que Ric Flair, il y a quelques mois, il a fait un bon voyage à l'hosto en se disant qu'il allait Oui, potentiellement mais parser l'arme à gauche. Il devrait même pas lui faire le faire venir, quoi. Oui, non, mais on est Bah d'accord. oui, il y a une pandémie, non, surtout On est le d'accord. soir même où il était là, il y avait un cas de Mais oui. Covid-19, donc c'est super chaud, quoi. C'est super chaud. Comme Mais d'habitude. sinon, c'est dommage parce que Randy Orton, le truc avec Christian et compagnie, j'ai trouvé ça plutôt bien amené parce que ils référençaient leur propre rivalité ensemble pour le mettre à sa place en mode mais toi t'es un moins que rien, je t'ai toujours mis à l'amende et tout ça alors que Edge c'était un vrai rival machin et la fin de match enfin de match entre guillemets avec à la fin du show, j'ai trouvé ça bien aussi parce que ça montre que Randy Orton, c'est Réla Hardy qui en parlait dans le chat. Mm. Randy Orton, certes, il redevient schizophrène, je dis schizophrène avec des guillemets dans la voix, hein, Mehdi. Ouais. Parce qu'il entend des voix, machin. Avec machin. des personnalités. Mais tu sens qu'il fait une espèce de sméagole parce qu'il se contre lui-même. Il a des élans de colère, de c'est ta faute, c'est ta faute. Euh, C'est toi qui t'es fait du mal, c'est toi qui t'es fait du mal, mais en même temps il est désolé, il voulait pas le faire, etc., etc. Donc Alors, il y a une complexité dans le personnage Fé- qu'il n'y avait pas forcément avant, et ça je trouve ça plutôt cool. Félix, deux petites choses. Sméagol. Mais je crois que c'est- l'autre je crois que personnalité de Gollum, Je crois que Ah, c'est oula, oui d'accord, c'est très niche niveau Tolkien. il a dit en français surtout. Ouais. Et oui, la langue française elle existe. Non, Et- juste pour dire, par rapport à Randy Orton, t'es bien gentil avec lui, mais en fait, ça a toujours été comme ça, parce qu'à la base, I hear voices in my head, il a toujours eu un they personnage de talk mec to me, they understand. qui était pas sûr de ce qu'il Non. voulait faire et qui était un peu foufou. Non, je suis Ça a pas toujours d'accord. été son truc. Hein. Je suis pas d'accord. Avant, il entendait des voix dans sa tête qui lui disaient je vais faire du mal à machin. Mais c'est pas en question. Bah si. Alors que là, non, je suis désolé, je sais pas donner un exemple. Alors. Ah, non, mais je me souviens qu'il a toujours. Enfin, disons que ça va avec l'idée du personnage un petit peu foufou. Il est toujours un petit peu genre est-ce que je veux faire ça, est-ce que je veux pas faire ça. Si, c'est toujours. Et puis tout le monde fait un peu ça. Je veux dire, même Kevin Owens, quand Mais- il fait son psychopathe, il a un côté, il n'est pas sûr de ce qu'il veut, il change d'humeur tout le temps. C'est un peu la façon dont tout le monde va C'est jouer pas les des sautes psychopathes. d'humeur, hein. C'est pas que des sautes d'humeur. Il y a une verbalisation et il y a une contextualisation de la faux-folie, quoi. Bon, on fera un vote sur le Twitter. C'est pas du niveau, c'est pas d'un scénario de ouf de cinéma, c'est sûr. Mais c'est déjà un peu mieux que ce qu'on avait avant. Et je trouve ça plutôt cool, surtout par rapport au fait que le mec, il a de la bouteille maintenant, mine de rien, Randy Orton. Et je trouve ça. Tu veux dire qu'il picole? Intéressant s'il continue à faire de lui le top heel de Raw et que finalement il soit peut-être celui qui Ah. va mettre en danger Drew McIntyre. Je sais pas si tu nous entends encore, Félix, que entre les conneries que je dis et les remarques de Michael.
Tu nous entends encore, blague à part? Non, moi je vous entends, ouais. Ah d'accord. Non, c'est simplement que tu nous ignores, mais c'est pas grave. On s'en souviendra. Mais d'accord. Bon, apparemment, Michael n'est pas convaincu, mais le temps file, donc on va avancer. Mais ce que je retiendrai que ça vous a plus clivé sur ce truc de voix qui parle ou quoi que le plus grand match de l'univers de la Terre. Eh bien, merci, Michael. On va pas s'arrêter en si bon chemin pour la WWE, puisqu'on va passer à la NXT. Et du coup, c'est moi qui m'y colle et je compte sur mon cher contrôleur, non pas des impôts, mais maître du temps, qui est Félix, pour me dire si je suis effectivement dans les 3 à 5 minutes. Hein, rappelez-vous, on l'a jamais déterminé, mais on peut tout à fait faire un jeu. N'hésitez pas à voter, sinon mes copains s'en chargeront à me mettre un gage si je suis pas dans les clous. Donc récap Flash Express de NXT dans 3, 2, 1. On commence avec une ouverture avec les Imperium face aux Emporium, parodie façon pub de parfum parfaite des Imperium, une fragrance signée Breezango. Le tout sera suivi par un match intense mais interrompu par les Indushir, eux-mêmes perturbés par Lorcan et Burch. L'étoffe des champions n'est pas entamée car dans ce joyeux bordel, les Imperium viennent à bout du duo Breezango. Promo de Velveteen qui dit se la jouer solo, contrairement aux derniers événements et son duo avec Loomis, mais même un super dessin de Loomis, Dexter Loomis et Velveteen Dream déposé par Loomis lui-même sur le canapé pendant l'interview de manière pas du tout flippante, hashtag ironie, ne changera pas la vie de Velveteen. Cœur si tu es ok, RT si t'es triste. On passe à Damian Priest contre Killian Dane qui se font face dans un match de qualité, gagné par Damian qui daigne faire un tombé de 3 sur Killian. Daigne qui d'ailleurs kill non pas Yann, encore une fois, wink wink, mais Robert Stone au travers du plexiglas, hein, ce dernier qui décuvait sans déranger personne sera sonné même via la fenêtre de plexi. On poursuit avec l'humour Vince McMahon qui semble apparemment se frayer un chemin à NXT par le biais de Robert Stone qu'on retrouve assez vite et qui succède au pipi par du vomi. Le pipi c'est Jeff, le vomi c'est Robert pendant le match entre Xia Li et Aliyah qui permet à cette dernière de remporter le match. Dans la foulée, on nous rappelle que Fujiwara n'est pas un plat japonais qu'on peut déguster, mais plutôt une clé de bras qui indique qu'on va déguster. Et ça, on l'apprend dans la nouvelle promo de la Thatcher Academy, celle de Timothy, bien sûr, pas de Margaret, quoique une poigne de fer chez la dame de fer, ça aurait été presque marrant si ça n'avait pas été une telle ordure politiquement et humainement. En parlant de promo, une autre suit, même si je ne suis pas fan personnellement des clichés de thérapie dans le catch, il est vrai que le terme de Undisputed Therapy claque bien, et l'arc chez le thérapeute, lol, est très drôle. Pour la suite, hein, on est dans la pure veine des clichés psy, assez ricains. Confronte-toi à tes peurs. Oui, j'exagère, hein, je dis assez américain, mais on ne retrouve ça que dans la finance, le management, les séries, les films. Comment ça, j'exagère? Bref, Bronson Reed, qui lui a des prédispositions au déménagement, il livre un super match, il délivre un splash de l'extrême, et s'occupe même de faire transiter Leon Ruff, en plus de se faire squasher, qui a même droit à un insert de promo de milkshake sur sa gueule, pendant son entrée. Alors, les gars, j'adore le milkshake, hein, mais sérieusement, s'il vous plaît. NXT, un peu de respect pour vos catcheurs, même quand ce sont des jeunes pousses. Ah oui, j'oubliais en fait, Reed, en plus de la livraison, est réglo jusqu'au bout parce qu'il dépose un reçu au nom de Karrion Kross pour un match la semaine prochaine. Hashtag les déménageurs bretons. Dommage qu'il ne soit pas garagiste, hein, vu que Cameron Grimes, juste après, ce bout en train, crève les pneus de Damian Priest pendant la pause. Pas cool Cameron, heureusement que t'as un chouette chapeau. En parlant de chapeau, chapeau bas à l'arrivée de Corporate Fantasma, ou dois-je dire Escobar, blablabla héritage, blablabla je suis un leader, blablablam bolossage de Drag Maverick. Et oui, Escobar c'est un heel, mais perso je kiffe parce qu'il a des belles bretelles, ça se perd, et il utilise le terme legado, qui en plus d'héritage rappelle le terme legs, ça aussi ça se perd. Un joli mot français. Il faut s'en souvenir. Allez, un autre pour la route qui n'a rien à voir, pavoisé. Après avoir reçu une tarte dans la gueule, plutôt qu'un gâteau à déguster à Raw, Bayley, joyeux anniversaire. On vous en parlait d'ailleurs hein, avec Ravage dans le numéro précédent de Catch à Cast, dispo en replay sur la page YouTube et tous les vendredis à 20h en live sur Twitch. Et bien, cette chère Bayley faisait sa tournée anniversaire avec sa BFF, Sasha Banks. Elles affrontent donc les deux nouvelles MAPT du moment, Shotzi et Tegan. Alors oui, MAPT c'est meilleur ami pour toujours, ça claque bien moins, mais combiné avec Shotzi et Tegan, c'est un super exercice de diction et une séance économisée chez le coach vocal
médical ou l'orthophoniste. On dit merci qui? Merci Shotzi et Tegan. Enfin, surtout merci le Catchacast. Hein. Et le match alors, au-delà du festival de couleurs de tif entre Sacha et Shotzi, c'est concours de badass entre les catcheuses, peu de temps mort, un sacré rythme, les jeunes de NXT s'en sortent, mais pas assez face au talent et surtout à la malice de heel de Sacha et Bayley, soumission sur Shotzi par Sacha et victoire des tag champions qui le reste, mais on ne vient pas faire n'importe quoi sur le pas de la maison, in your house, hein, vous vous souvenez, tout ça, de ma chère, mais loin d'être tendre, Yoshirai, qui expédie les championnes par équipe à la vitesse de l'éclair violet, ce sont les Kenji de son nom, instant japonophile. Après cet instant nippon, je rends l'antenne, à la prochaine. Voilà, pour ce récap Flash Express de 4 minutes NXT. et demie. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains, de ce NXT? Quel match mémorable ou pas? Au pluriel. Le truc que j'ai vu de NXT, c'est un gif de Io Shirai qui fait un missile dropkick Oui. et Bayley. Voilà. Mais c'est tout ce que t'as vu? T'as pas vu de match? C'est vraiment tout ce que j'ai vu. Ah merde. Bon J'ai appris le déroulé du show quand tu l'as... quand je viens de le raconter. Bon résumé. Michael. Qu'est-ce que t'as... Le micro. Ah, on ne t'entend plus le micro. Ouais, moi j'ai vu, mais ça m'a pas vraiment passionné. J'avais du mal à me concentrer sur le show, je dois dire. Ouais. Ce qui est étonnant, parce qu'il a fait une des plus grosses audiences depuis février. Je crois qu'il avait la plus grosse audience depuis février, mais je sais pas pourquoi. Hein. Bah honnêtement, moi je sais pourquoi. Hein. Moi j'ai plutôt bien kiffé quoi. Enfin bon, vas-y. Il n'y avait pas de gros match d'annoncer quoi. Il y avait rien quoi. Bah non, mais le rythme était efficace. Ah oui, mais c'est pas ça qui fait l'audience les gens ils savent pas avant que le rythme va être efficace. Non, oui, bien sûr, sur les effets d'annonce, ça pour en parler. Oui. Par rapport à ce qui était annoncé, il y avait rien, à moins que les gens soient vraiment très très fans de Bayley et Sacha, mais bon. Et sinon, ouais, non. Alors oui, en effet, tu faisais la blague sur l'humour de Vince McMahon, mais apparemment il y a eu une news de Dave Messler cette semaine, mais je sais pas s'il a des informations ou c'était aussi juste une observation, comme quoi Vince McMahon commençait à s'intéresser de plus près à NXT. Et en effet, moi je me fais la réflexion depuis la semaine dernière que ça prend un peu un tournant plutôt vers le stupide et le débile. Je sais pas si c'est une bonne chose. En même temps, c'est peut-être mieux pour rivaliser avec Dynamite, je sais pas. Du coup, non, mais dans le sens où Dynamite est une émission plus variée, avec un côté un peu aussi grand guignol et tout. Donc c'est vrai que peut-être que NXT a besoin aussi de ça. Moi je pense que c'est une erreur, mais donc oui, parce qu'il y a quand même pas mal de segments avec des mid-carters un peu, enfin pas mal de choses qui n'avaient pas du tout NXT avant, quoi. C'est un peu étrange. Oui, il y avait, je sais pas, donc du coup il y avait comme match, c'est vrai que j'ai eu du mal. J'aime bien Escobar du coup, ouais, moi aussi. qui parle bien anglais. En fait, à chaque fois je me dis, c'est vrai parce que c'est un peu gênant, mais à chaque fois quand il y a Escobar qui arrive, je me dis enfin ils ont peut-être trouvé leur Mexicain qui vont pas laisser tomber en se rendant compte qu'il sait pas parler au bout de 3 shows. Après Garza parle bien, mais Garza je le vois pas vraiment en main eventer non plus quoi. Ouais. Et on a revu à Raw que. Il est jeune aussi. Par contre, non mais on a revu à Raw que Andrade, je pense que même avec des cours, il a beaucoup de mal à parler anglais. Il a parlé un peu anglais à Raw. Ouais, c'est dingue. Mais où l'accent, c'est à peine compréhensible ce qu'il dit quoi. Il a vraiment un accent, laisse tomber. Ouais. Mais c'est clair que et pourtant Andrade reste. Une valeur sûre. Je trouve. Bah non mais puis surtout il a du charisme naturellement, il a vachement de charisme quoi. Il fait plus important malgré qu'il parle moins que Garza, je trouve quand même. Et donc voilà, donc oui, par contre, Escobar... c'est marrant, c'est là où je suis pas totalement d'accord. Enfin, Garza est là depuis moins longtemps que lui, mais oui. donc c'est pas comparable. Mais honnêtement, tu vois les petits détails de gimmick, le catch de Garza, même si je sais que t'es pas fan de tout, dont son finisher du bonhomme, c'est con, hein, mais ça marche quoi. Le côté Latina Lover, le gars il s'est forgé son petit truc. Il y a les petites tensions avec Selena Vega, il fait gamin. Enfin, oui, mais ça. Mais moi je trouve que ça fait gimmick mid-card quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça fait gimmick rigolo. Oui, mais le côté je suis un dragueur et tout, bon voilà, c'est gentil, mais ouais, genre tu veux dire ça fait plus Fandango qu'autre chose quoi. Voilà quoi. Et après c'est con, mais
bon, à part Rey Mysterio, c'est un peu différent, mais les Mexicains qui ont vraiment été des champions à l'E, bon, par exemple Del Rio, ils arrivent tout de suite avec plutôt un gimmick de padré, quoi, de mec qui va gérer un peu le business, quoi. Et tu vois, bon, pour le coup, Escobar est plutôt dans cette veine-là, ouais, carrément. Il parle vachement bien anglais. Ah ouais, il parle ouais. super bien anglais. Mais pas simplement super l'accent, hein. Pas que l'accent, hein. Il a vraiment un phrasé, un phrasé, pardon. Non, il est bien et lui, j'ai bon espoir Moi qu'il aussi. puisse faire quelque chose. Par contre, bon, il faut pas que ça reste trop longtemps autour de Rockstar Spud, Drake Maverick, parce que bon, c'est bien leur team, mais voilà. Et non, sinon, oui, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc avec Kisly, il se passait quoi du coup Pas grand-chose. Il y a eu, alors oui, il y a eu oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas mentionné. Oui, pardon, j'ai dû peut-être sauter une ligne sur mon récap express. Gros match annoncé, comme tu dis. Bah voilà, rectifie le tir, je t'en prie. Parce que la semaine prochaine, si j'ai bien compris, il y a un truc important à Dynamite. Il y a le Fighter Fest. Non, c'est pas la semaine prochaine. C'est dans. Ouais, je crois. Attends. C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ah bon? Ouais, c'est dans 2 semaines. C'est pas dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. C'est le 1er juillet. Ah, ok. C'est bizarre parce qu'ils avaient l'air de dire que. C'était 2 semaines, pardon. Moi, j'ai vu une news comme quoi le gros match. Alors, c'est pas la semaine prochaine, le gros match NXT. Peut-être pas la semaine prochaine en fait. Si, c'est la semaine prochaine. Gargano contre Baylor, contre Keith Lee, contre Baylor, Adam Cole. Et Adam Cole. Et du coup, il n'y a pas Karrion Kross là-dedans? Non. Non, il n'est pas dedans. Non, il n'est pas dedans. Ah, Karrion Kross, il a été défié par le déménageur breton, là, Branson. Oui. Mm. Mais bon, ça, on sait comment ça se terminer. Oui. Non, par contre, c'est intéressant que Karrion Kross puisse avoir quelques rivalités avec. Parce que maintenant, il y a quand même un petit peu de monde pour l'occuper avant qu'il arrive à Cole, parce que du coup, il peut avoir un truc contre Finn Balor, il peut avoir un truc contre Keith Lee. Donc, si Keith Lee, c'est un peu gênant, parce que du coup, ça va faire du mal à l'un ou à l'autre, hein, quand même. Un match contre Keith Lee, il va falloir qu'il batte Keith Lee, quoi. Bon, Keith Lee, c'est un peu gênant qu'il soit battu maintenant, quand même. Ouais. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en même temps, c'est un match qui va faire du hype, quoi. Donc, il y a quand même des bonnes possibilités à ce niveau-là, ouais. Et la promo au micro pour annoncer le titre était très chouette. Ouais. C'était qui déjà qui a fait les... Bah les 4, Gargano, Keith Lee, Adam Cole et Baylor qui se renvoyaient en fait chacun leur tard, les limites de leur truc. Genre Baylor, à chaque fois t'as un titre, mais soit tu te blesses, soit tu te barres. Enfin voilà. Et Regal est arrivé à la fin et a annoncé, a calmé le jeu et a annoncé à tout le monde que voilà comment ça allait se passer. Ouais. Voilà. J'ai la réponse pour la date et tout ça du match de NXT. Alors, la semaine prochaine, c'est Balor, Gargano et Keith Lee. Le gagnant sera champion nord-américain. Ah, il n'y a pas... Et il fera face à Adam Cole dans un double match de championnat le 8 juillet. Ah, c'est en 2 temps. Le 8 juillet, c'est la deuxième soirée de Fighter. Voilà, donc c'est un peu pour contrer Fighter Fest, quoi. Oui. Donc oui, Michael avait raison, en 2 temps. Ouais. Très bien. Bon, voilà pour NXT, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, du coup ça nous fait faire quasiment le tour de la WWE. On va terminer avec le dernier épisode d'une certaine chevauchée. Est-ce que Félix, tu as les moyens techniques de remettre ta caméra ou pas du tout? Ah bah voilà, c'est beau. C'est beau, un Félix sauvage apparaît. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais bon. Voilà, va falloir faire vite d'ailleurs pour être bien dans les temps. Japan va y passer. On t'écoute. The Last Ride, épisode 4. Yes. Est sorti juste après Backlash. Et qui sera l'avant-dernier épisode de cette série documentaire sur l'Undertaker, enfin sur la carrière de l'Undertaker. Undertaker. Et donc là, l'épisode se centrait à la fois sur la place du personnage de l'Undertaker en général, mais surtout sur la préparation et le match en lui-même de ce match contre Goldberg. Je crois que c'était à Crown Jewel en avril dernier ou un truc comme ça. Tout à fait. Je sais plus. Et comment ça s'est fait et comment
catastrophe, quoi. Ouais, comment il a failli mourir. Et comment c'est un peu ce match qui enfin commence à planter la graine de la retraite dans le cerveau de Undertaker. Oui, Je voilà. sais pas tout à fait, parce Une qu'en graine fait, un il peu avait moisie, mais- décidé de. Non, mais il avait décidé d'arrêter. En fait, ça replante la graine. Parce qu'à la base, il Oui, avait si décidé tu veux. d'arrêter après son match contre Roman Reigns. Donc, Oui. Mais là, la graine, elle était plantée avant le match, et après le match contre Roman Reigns, il s'est dit non. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Là, il était chaud, voilà, mais il a fait le match, et c'est le match en lui-même qui l'a convaincu à dire putain, mais la prochaine fois, je vais mourir, quoi. Donc, je vais devoir bien choisir ma prochaine fois, quoi. Voilà pour le résumé. Moi, Que toi, Mika, qui l'a vu. il y a Komika, je confirme. ouais. T'en as pensé quoi, du coup, avant que je m'étende, moi? Ah, moi, alors, en effet, je trouve que c'était peut-être le meilleur. Il y avait des trucs qui fonctionnaient assez bien. Déjà, il y avait un petit côté, c'est bien quand il mélange un peu avec un côté un peu histoire de Taker, parce qu'il, je sais plus exactement, parce que je crois qu'il montrait un peu il montrait pas mal de making of de ses vieilles promos, je crois, dans celui-là, non? Oui. Qui était assez excellente, où on le voyait un peu rigoler tout. Parce qu'ils ont quand même un peu mélangé, du coup, le côté. Parce que c'est vrai que moi, je me faisais la réflexion, j'en parlais avec quelqu'un d'autre, je me disais, c'est vrai qu'ils auraient pu mélanger le côté. Tu parles avec d'autres gens que Ils auraient pu faire un petit peu comme le truc sur la NBA, là, sur les. The Last Dance. Sur Jordan et compagnie, là. The Last Dance, ouais. Ils auraient pu tout à fait mélanger plus le côté un peu moderne de Taker avec un truc plus historique, ce qu'ils ont fait un petit peu dans certains épisodes, et ils auraient pu avoir un truc comme ça beaucoup plus complet, que je pense qu'ils pourraient vraiment vendre à Netflix. Enfin, je trouve que le truc de Taker est assez excellent et qu'ils devraient essayer de le vendre à des chaînes ou à des trucs de streaming, parce que ça ferait un peu rayonner leur image et tout, parce que c'est un truc assez excellent quand même. Et donc oui, cet épisode était très bon. Surtout, il y avait aussi un passage assez touchant où il montrait plein d'autres légendes qui parlaient de leur retraite aussi. À un moment donné, il y avait un truc comme ça, on voyait Ric Flair et tout, je crois. Ouais. Stone Cold aussi, Stone Cold Ouais, Stone Cold, pas mal avec lui et qui donnait un avis assez tranché et définitif. Et puis Batista aussi, je trouvais qu'il est. À chaque fois qu'on le voit parler, il a l'air très grave, très sérieux, mais parce qu'on sent que le mec, il s'inquiète vraiment pour son pote, quoi. Et que lui, il ne laisse même pas de place au doute, c'est vraiment. Quoi. Ouais. Félix, on te laisse peut-être. Ouais, on te laisse peut-être terminer. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans cet épisode. Moi, il y a une image surtout qui m'a marqué. Je vais peut-être commencer par elle. Justement, je parlais du fait que dans l'épisode, on parle aussi de la préparation de ce Goldberg contre Undertaker. Goldberg. Et en fait, ça a lieu au WrestleMania dernier, où l'Undertaker venait en famille, en mode spectateur, parce qu'il n'était pas prévu pour le show, parce que personne n'avait prévenu de quoi que ce soit, mais il était venu quand même. Et McMahon lui dit en texto, demain à Raw, au lendemain à Raw, t'es prévu, du coup, est-ce que t'as ta tenue, tout ça? Et lui, il n'est pas prévenu, il a pas sa tenue. Pourquoi on va à la piscine? Évidemment, c'est une move de rookie, quoi. L'une des premières règles tacites du milieu, c'est de toujours avoir sa tenue sur soi au cas où, quoi. Comme Superman. Un peu. Oh. Ouais, voilà. Et là, il l'avait pas, mais en même temps, on le prévient pas. Donc, c'est l'Undertaker, c'est bon. Oh, merde. C'était un rookie. Mais donc, il ronge son frein, il prend un putain d'avion jusqu'à Houston, au Texas, juste pour récupérer sa putain de tenue qui est juste un pantalon noir, un manteau noir et un chapeau noir. Il portait revient à un New York, squelette. Juste attend pour faire une promo de merde. Non, il fait une surprise. C'est vrai. Il y a tous les Extreme Rules et compagnie dans la préparation de ce match-là. Mais enfin bref, il revient pour ça. Et en plus, il se pointe, on le voit, il y a une scène, c'est ça l'image, en gorilla position. Donc c'est le petit endroit caché juste avant l'entrée des catcheurs où il y a toute la production, enfin en tout cas les grands ponts de la production, dont Vince McMahon, qui te dit voilà, vas-y, tu peux y aller, c'est le moment, tel plan de caméra, etc. Et donc on le voit discuter avec Vince, mais qui est tout rigolant en mode ah, ça y est, t'es revenu, c'est bon, t'as ta tenue. Et il dit bah ouais, mais t'aurais été un pro, t'aurais ta tenue, t'aurais pas eu à reprendre l'avion. Et Taker est vraiment mauvaise, on le voit quand même. Hein.
et qui lui dit mais un pro il m'aurait prévenu qu'il me bookait en fait. Oh. Et Vince McMahon il est en mode c'est bon, je pouvais pas le savoir. Il fait une blague sur le fils de Giant Gonzalez ou un truc comme ça pour détendre l'atmosphère. Mais tu sens que le mec il sait qu'il l'a entre ses mains et qu'il peut lui faire tout ce qu'il veut quoi. Moi j'ai trouvé ça tellement choquant et à la fois tellement édifiant quoi. Dance Et puppet. puis ouais voilà exactement. Et puis bah le reste de l'émission et voilà t'en as parlé un petit peu Michael, mais le reste c'est goldé quoi. Cet épisode-là il était Bon, parfait, quoi. eh ben on vous invite à Par acheter rapport un œil à à- tout ça. Par rapport à Vince McMahon, je tiens quand même juste à dire que moi, je ne peux plus supporter. Genre, je trouve ça détestable. Ce mec, je peux plus supporter, c'est une saloperie pour moi. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour les catcheurs, qui a juste qu'à détruire le moral et le job et la carrière de beaucoup de gens. C'est quelqu'un que je trouvais vraiment, qui vraiment est malfaisant, Vince McMahon. Et surtout, il inspire quand même, enfin, il est quand même dans une relation extrêmement toxique avec tout le monde. Les employés sont terrifiés par lui. Il fait la gueule à tout le monde. Il est complètement, voilà. De le voir à chaque fois dans tous ses last rides être en mode, t'es cœur, oui, faire des petites blagues et on est là, on dirait une gamine de 14 ans. Ouais, quand on lui demande amoureuse. qu'est-ce qui représente l'Undertaker à la WWE et qui fait son gros je peux pas parler. Non, mais à chaque fois qu'on le voit tous les ans, dans les Last Ride, on le voit quasiment à tous les WrestleMania. À chaque fois, il est en train de chialer en voyant Taker. Et puis surtout, on dirait il est vraiment là, tout timide, tout comme si c'était un petit peu l'être je sais pas, l'être de son cœur. Et il fait un peu faillot, quoi. Et quand on voit comment il se comporte avec ses autres employés, moi, je trouve ça Mais délectable. même avec Je trouve lui, ça délectable. même Bon, avec lui, t'as je vu vous- ça, Oui, déjà même avec ça. lui, hein. Je vous arrête. Et puis juste, j'ai oublié cette histoire-là, mais il parle de l'histoire de Starcast. Parce qu'il était booké à un Starcast, c'est les conventions qu'il y avait avant les pay-per-view C'est de la dingue, ça. WWE. Et il avait dit oui parce qu'il avait rien d'autre à faire, qu'il avait envie de s'y mettre à ce genre de convention et de jouer un peu moins son personnage en fin de carrière, etc. Et juste parce qu'il y a une relation vraiment temporelle, parce que à chaque fois ils disent que c'est pas lié, mais bon, on le sait que c'est lié. Il y a un partenariat, mais c'est pas la même compagnie, quoi, en gros. Avec l'AEW, Vince McMahon s'est dit mais comment t'oses me faire ça? Mais c'est pas possible, ils t'ont manipulé. Sors-toi de là tout de suite. Et l'Undertaker et Kurt Angle qui étaient prévus ont été ont finalement annulé à la dernière minute le Starcast dont on parle. Et Taker il était en mode bah oui je l'ai fait et puis c'est tout. Mais vous savez Vince McMahon il fait un peu ce qu'il veut. Tu sentais que c'était en mode j'en ai rien à foutre, mais bon moi j'étais pas forcément du même avis quoi. Et cette man, il a quand même apparemment arrêté de lui parler pendant quelques Ouais. semaines après ça. Le mec est quand même, je veux dire, il a 12 ans de maturité au niveau émotionnel, quoi. Apparemment, Vince McMahon est dans un cas où t'es mon ami ou t'es pas mon ami. Si t'es pas mon ami, Bah, je te détruis. Si possiblement. t'es mon ami, je suis fidèle à toi toute ma vie. C'est vraiment Vince C'est McMahon a fort. un gros problème. Bah, c'est fort probable. Et puis, si t'as les moyens, effectivement, de faire danser les gens, bah, pourquoi, Mais on le pourquoi sait, entre guillemets, on t'en le sait priver depuis des et... années, ça. Oui, et puis personne s'est jamais dressé Faire face à lui. Le Screwjob, il n'y en a pas eu qu'un. Et, Et déjà, juste un seul, c'est Ouais. édifiant quoi, par rapport à ça. Et personne s'est dressé face à lui, donc voilà, il y a toujours ça, même si effectivement je tiens en désamour total Vince McMahon, je vous rejoins là-dessus. On va s'arrêter là-dessus, messieurs, parce que sinon le temps va filer beaucoup trop vite, même si on pourrait vous écouter, je pense, des heures. On va marquer un micro-break sur le live, il n'y en aura pas, c'est juste pour des questions de canton du replay, et on continue avec l'AEW.